Leur nom est poétique, pourtant ce sont des objets en toc. Ils sont partout, sur nos clés de maison, nos étagères, nos frigos. Nous en avons tous acheté un jour. Ce sont des trophées de voyage, des totems de nos jours heureux. On les appelle des souvenirs. La France est le pays du souvenir. 85 millions de touristes viennent chaque année en découvrir les merveilles. De Paris à Lourdes, en passant par le Mont-Saint-Michel, un patrimoine unique dont chaque visiteur ou presque veut garder une trace. Pour cela, ils dépensent chaque année plus de 3 milliards d'euros en bibelots-souvenirs. Au top des ventes, les cartes postales, les tours Eiffel miniatures, les magnettes que l'on colle un peu partout et bien sûr les indémodables boules à neige. Symbole du tourisme de masse, ces objets standardisés n'échappent pas à la mondialisation. 80% des souvenirs vendus de par le monde sont désormais fabriqués en Chine. Mais des entrepreneurs français ont sonné la révolte. Inspirés par la richesse du patrimoine national, ils rivalisent d'inventivité pour créer de nouveaux bibelots. Entre patrimoine et business, voyage au pays des marchands de souvenirs. Au pied d'un grand monument, il y a toujours un magasin de souvenirs. À Paris, près de 2000 points de vente se disputent le marché. La boutique de Thierry est incontournable. Cette boutique est particulièrement bien placée parce qu'elle est à la sortie du métro Bir Hakeim qui se trouve à 20 mètres. La tour Eiffel est à 5 minutes du magasin, à pied. C'est l'emplacement idéal pour une boutique de souvenirs. Un magasin de souvenirs, c'est un concentré de patrimoine dans un décor de fête foraine. Un univers de pacotille où la France et ses clichés sont déclinés à toutes les sauces. Les porte-clés qui se vendent le mieux, c'est les petits porte-clés Tour Eiffel 3D. Donc ceux-là, c'est les incontournables du magasin. En ce moment, on a la 2 chevaux qui est venue à la mode. Donc c'est un produit qui se fait en magnette, en boule de neige, en t-shirt. Et donc ça c'est un des produits phares, hein, le magnette, le porte-clés. Après vous avez tout ce qui est stylo, dessous de verre, la tour Eiffel en lumineux. Alors ça c'est plutôt destiné aux Japonais. C'est des produits qu'ils aiment bien, qui est un petit peu mieux fini. Des tasses, des moules à gâteaux, des t-shirts, des boîtes à musique, pas moins de 6000 articles différents s'entassent dans ce joyeux bazar. Techniquement, administrativement, on est dans la bimbeloterie. La comment? La bimbeloterie. Ça veut dire la vente de bibelots, c'est ça? Voilà, d'objets divers et variés. Et donc un magasin de souvenirs, c'est une grande quincaillerie et qu'il faut qu'elle plaise au maximum de touristes. Thank you. Oh, mais je vous en prie. Une quincaillerie qui vaut de l'or. 7 millions de touristes visitent la Dame de Fer chaque année et chacun d'eux dépense en moyenne 20 € dans les bibelots. Le premier d'entre eux, le plus ancien et le plus populaire, demeure la carte postale. Toujours en promenade, Serge est chasseur d'images. Son métier, photographe de cartes postales. Là, on a juste la lumière sur le pont Canal et il manque plus que des petits amoureux à passer sur le pont. Et ça, c'est vraiment le romantisme de Paris.
suffit d'être patient. Avec cette lumière, il y a toujours un couple d'amoureux qui passe. J'ai bien l'impression qu'ils me regardent. Ça me rappelle une photo que j'ai faite il y a quelques années qui a eu un très grand succès. Serge a 35 ans de photos derrière lui. Il a mis en boîte la France entière. Chaque rivage, chaque village. Au dos de ces clichés, des millions de touristes ont raconté leur France idéale, comme celle d'un petit matin à Saint-Germain-des-Prés. Un de mes plus beaux faits d'armes s'est déroulé ici un matin de printemps, au mois de juin, de très bonne heure. La lumière était parfaite et j'ai senti que cette image serait bonne. Et effectivement, ça s'est confirmé par la suite. Cette photo s'est vendue à 700 000 exemplaires. Un record. J'ai mis le banc en travers pour donner une diagonale, pour donner de la profondeur à l'image. Ça veut dire qu'on est assis ici, on attend les chalands à passer ou les passants. C'est péjoratif, photographe de carte postale, on dit « Ah ouais, il a fait une photo, une carte postale ». Alors que c'est justement très difficile à faire, une carte postale. Il faut la lumière, il faut le moment précis. Serge s'inscrit dans une longue lignée de photographes de cartes postales. Au passage des Panoramas, dans le 9e arrondissement de Paris, il nous emmène chez Monsieur Prin, collectionneur et historien de la carte postale. Il tient à nous faire découvrir une précieuse relique, la toute première carte commercialisée de l'histoire. Toujours une sur la main pour montrer à mes clients, c'est pas la plus belle qu'on a, mais voilà, 89. Voilà. C'est 89 quoi? 1889. L'exposition. C'est la première carte qu'on va trouver en France en grande quantité. C'est la première. Ça, c'est amusant, ça. Tour Eiffel, premier étage, souvenir de mon ascension. Là, c'est amusant, hein? C'était un peu les magnettes de l'époque, quoi. Mon cher Eugène, me voici au sommet de la fameuse Tour Eiffel. Il m'a fallu attendre 2 grandes heures avant d'y arriver. Le panorama que l'on découvre est imposant. La carte postale est née le jour de l'inauguration de la Tour Eiffel, il y a près de 130 ans. Son ouverture marque les débuts de l'histoire du tourisme. On vient alors de tout le pays pour la visiter. Et comble de la modernité, il y a un bureau de poste au sommet. Pour célébrer leur extraordinaire ascension, 300 000 personnes y enverront une carte postale. Au départ, simple bout de carton illustré, la carte postale devient rapidement un support photographique. Elle permet aux Français de découvrir leur pays et d'en garder une trace. Au début du XXe siècle, ils s'en échangent plusieurs centaines de millions chaque année. Serge a demandé à son ami Philippe, spécialiste du développement, de l'aider à faire revivre cette époque. Dis donc, ça ressemble au bateau de Tabarly. Ensemble, ils exhument les archives de sa maison d'édition. Là, on est dans le Vercors. Ah, ouais. Ça, c'est la plage des Sables d'Olonne. Ouais. La plage du Remblai, la grande plage des Sables d'Olonne. Alors, tu vois. Et là, donc voilà, ça c'est retour de pêche avec tous les thons descendait sur les côtes de Mauritanie. Dans ces boîtes, vieilles de près d'1 siècle, l'un des tout premiers inventaires du patrimoine en images. Là, c'est très émouvant parce que là, c'est le début des éditions Yvon, c'est le début de la carte postale. Là, c'est le balbutiement, quoi, hein, parce que le fondateur de la carte postale était un pionnier. Ils étaient 2 ou 3 éditeurs en France, et donc ils sillonnaient la France, et donc ils faisaient le tour des grands monuments de France, le Mont-Saint-Michel, entre autres, quoi. À l'époque, les photos étaient prises sur des plaques de verre. Philippe, le complice de Serge, a développé les clichés d'illustres photographes comme Robert Doisneau.
Il est l'un des seuls à pouvoir faire revivre ces morceaux d'histoire. J'ai masqué les deux côtés, donc on évite les griffures. C'est bon, et puis tu vois, ça fait ressortir la petite signature Yvon en bas à Voilà. gauche. Donc, carte postale était valorisée par le fait que c'était rare de voyager. Et là, on avait concrétisé son voyage en envoyant une carte postale à ses amis ou aux gens de la famille, quoi. Moi, de mon village, qui est très catholique, on voyait des photos prises à Lourdes, puisque c'était un des voyages que s'octroyaient les gens. Donc, c'était un événement, au-delà du pèlerinage lui-même, c'était l'occasion d'aller visiter une autre région et, entre autres, d'envoyer une carte postale, quoi. Les pèlerinages ont marqué l'avènement du tourisme de masse et avec eux, les débuts de l'industrie du souvenir. Dans les Hautes-Pyrénées, Lourdes accueille chaque année 5 millions de pèlerins, pour un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros. Ici, piété et commerce font bon ménage. Au cœur de la ville, on dénombre plus de 200 magasins de souvenirs. Les marchands du temple vendent par milliers des bibelots célébrant l'apparition de la Vierge à Bernadette Soubirous en 1858. Il y a encore 20 ans, de nombreuses entreprises locales fabriquaient des représentations de la Vierge. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une. Donc ce sont des vierges qui sont entièrement fabriquées dans nos ateliers, depuis la matière première qu'on injecte, et ensuite l'opération d'assemblage et la peinture. Sur celle-ci, on a 19 opérations manuelles. Le visage est peint à la main, chaque visage sera différent. Les pommettes sont faites au pistolet, tout un ensemble d'opérations. Aujourd'hui, c'est compliqué pour se positionner sur ces produits-là. On est concurrencé par des produits qui viennent d'autres pays, beaucoup plus asiatiques. Concurrencée par les fabricants asiatiques, cette entreprise a perdu la moitié de ses salariés en 2 décennies. On va se faire la réunion. Le patron, Jean-Aimé, est un passionné. Il a racheté cette fabrique l'an dernier pour la sauver. Aujourd'hui, on a 2 possibilités. Soit qu'on sort par le haut, en abandonnant certains produits, parce qu'on est concurrencé par des produits chinois, d'autres produits qui sont très demandés, et on ne peut pas. C'est compliqué. Je n'ai pas envie d'abandonner ces produits, mais je pense que ces produits-là, on va être obligé de les mettre un peu, de les calmer un peu. Pour préserver les 17 emplois de la société, Jean-Aimé va recentrer l'activité sur une autre spécialité de la maison, les médailles religieuses. Des médailles haut de gamme, en métal émaillé, peintes à la main. Un savoir-faire que les Chinois ne possèdent pas, du moins pas encore. Lourdes, c'est l'un des premiers sites de pèlerinage mondial, derrière Rome. Donc il faut qu'on vende de Lourdes, il faut qu'on montre qu'on est de Lourdes et qu'on produit réellement à Lourdes. Les médailles Made in Lourdes permettront-elles de sauver l'entreprise? Peut-être. Quant à la Vierge en plastique, son sort semble scellé. À court terme, elle ne sera plus produite en France. Comme presque tous les souvenirs vendus dans le monde, les Vierges de Lourdes sont majoritairement produites en Chine. Pour comprendre l'étendue de ce marché, il faut se rendre à Canton, dans la plus grande foire commerciale au monde. Les chiffres donnent le tournis, 25 000 exposants sur 1 million de mètres carrés et pas moins de 35 milliards d'euros de transactions. Un gigantesque bazar où l'on trouve de tout, du mobilier de jardin au high-tech, en passant par les produits souvenirs. C'est ici que les professionnels français du bibelot viennent faire leur marché. Mais soucieux de leur image, aucun n'a accepté de nous y conduire. Nous avons sollicité Julien Laine, expert des manufactures chinoises. Installé ici depuis 8 ans, il va nous aider à percer les secrets du souvenir Made in China. En fin limier,
ils repèrent le moindre défaut de conception. Alors tu vois, ils ont l'avantage d'être flexibles. Par contre, le magnet, hop, il tombe une fois de ton frigidaire. Il n'y a plus de magnet. Le plus souvent, ce n'est pas la qualité qui laisse à désirer. Pour 78 centimes de dollars, nous avons donc une superbe pièce, donc comme vous pouvez le voir, de Vienne, mais avec la carte de France qui est derrière. Bon voilà, c'est encore, c'est la magie de la Chine. Les clichés de Paris ont la vie dure, hein? Oui, je sais pas, mais je ne connais pas ce quartier, moi. Ça a l'air très sympa, hein, mais... Vous vendez beaucoup en France? Yes. Oui. Where do you sell? Où vendez-vous? À Paris? Yes. Mais qui sont vos clients? Ce sont des magasins, des musées? Des magasins. Connaissez-vous Lafayette? Lafayette. Vous connaissez? Il y a beaucoup de magasins qui vendent aux touristes. Autour? Autour. Peut-être de nombreux Chinois qui vont visiter la France achètent ça. Oui, vous avez raison. Voilà. Donc tous les touristes chinois qui vont faire leur shopping au printemps et aux Galeries Lafayette vont ramener ce qui a été produit ici. Voilà, retour à la case départ, mais avec un x10. Au Salon de Canton, le monde entier vient dénicher les meilleurs prix, mais aussi les prochaines tendances. Typiquement, si on y réfléchit bien, un panier de pique-nique Paris pour un objet souvenir logotypé Tour Eiffel, pique-nique sur les champs de Mars, c'est quelque chose qui peut marcher. Quel est le prix de celui-là? Celui-là, ce sera 17,80 €. 17,80, ok. Et vous avez une idée du prix auquel il est vendu en France? C'est quelque chose comme 69,90 €. 69,90, ok. Ils l'achètent à 17 et ils le revendent à 69,90. Oui, je le sais, car on leur fait leur étiquette. Oui, je comprends. Vous inscrivez pour eux à l'avance le prix de vente en magasin. Alors vous le savez. Comment vous le vivez quand vous voyez que vous les vendez à 17 € et que vos clients les vendent à 69 €? Je comprends, car ils n'ont pas que ça à payer. Il y a le transport, les taxes françaises. Oui, le magasin coûte aussi. Combien on peut mettre de pièces dans un conteneur standard? 800. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on pourrait éventuellement trouver peut-être moins cher sur des pays comme le Vietnam, comme l'Inde. Mais il y a un très très bon parallèle en Chine qui est une force manufacturière où finalement ils arrivent à produire tout contrairement à leurs voisins et mieux encore que leurs voisins. Vous avez passé 8 ans à Shanghai, c'est ça? J'ai toujours été entre les deux. J'ai un bureau à Shanghai et un bureau en France. Pour mesurer la force de production chinoise, Julien a obtenu un rendez-vous dans une usine de fabrication de souvenirs. Monsieur Wu est le directeur d'un atelier de production à Quanzhou, dans le sud-est de la Chine. Voilà. Il fabrique entre autres des magnettes et des boules à neige. Vous avez presque toutes les destinations du monde. Oui. La Grande-Bretagne. Et visiblement, il a des clients français. Monsieur Wu ne fait pas dans le détail. Pour passer commande, il faut acheter en grande quantité. Celle-là, par exemple. Le prix de celle-là en format de 6 cm et demi. Ah, le petit format de 6 cm et demi, vous en prendriez 10 000? 1,05 $. Super. Soit 1 € la boule à neige, vendue autour de 7 € en France. Des prix imbattables, pourtant les produits de Monsieur Wu nécessitent beaucoup de travail.
J'adore la phrase. Ça, ça y est souvent. Le client a toujours raison. La qualité est leur critère premier. On pourrait croire que nos bibelots made in China sont fabriqués par des machines. Eh bien, pas du tout. Quel que soit le produit, la fabrication se fait à la main. Démonstration avec, tiens, un autre jardin. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'il est en train de mélanger là? Ça, c'est de la résine? Ça, c'est la couleur? Les pigments? Et ça, c'est quoi? C'est juste de l'eau? C'est un produit chimique. Ça fait le vide d'air, là, cette machine? Avec le produit chimique, ça devient sec en 2 minutes. Combien vous en avez fabriqué de ce produit l'an dernier? 100 000 pièces. L'an dernier, vous avez produit 100 000 pièces? Oui, juste ces souvenirs-là. Des armées de figurines en caoutchouc, des montagnes de châteaux forts, des processions de 2 chevaux. Chaque personnage, chaque magnette est dupliquée en dizaines de milliers d'exemplaires. Pourtant, ils sont tous uniques, peints par de petites mains avec une dextérité rare. Pour que ces baguettes aient l'air si français, cette femme devra passer 3 couches différentes sur chacune d'elles. 50 personnes travaillent pour Monsieur Wu pour 700 € en moyenne par mois. Main-d'œuvre, économie d'échelle, la suprématie chinoise sur le marché du bibelot semble inéluctable. Pourtant, en France, certains font de la résistance. À Oyonnax, au pied du Jura, des artisans du souvenir tiennent tête à l'Empire du Milieu. Dans cette entreprise, on fabrique depuis plus de 30 ans des boules à neige. Aline, ouvrière spécialisée, en connaît par cœur la recette. Je commence par la mise en eau. Je prépare. Je mets de l'eau. Après, je mets ma dose de neige, suivant la demande du client. C'est-à-dire qu'on peut demander plus ou moins de neige? Oui, ça peut être de la neige, de la paillette. Après, on met ce qui va dedans. Comme là, aujourd'hui, c'est de la Tour Eiffel. Tout à la main, une par une. Bien faire attention de ne pas mettre de neige entre le bouchon et le globe. Et voilà. Cette entreprise réussit un vrai tour de force. Ces boules à neige sont à peine à 20% plus chères que les chinoises. Et leur qualité est supérieure. Un des secrets de la maison, ici tout est fabriqué de A à Z, à commencer par les petits sujets en plastique qui ornent les boules. Pour cela, il faut d'abord créer un moule. Une opération qui coûterait une fortune, si Patrick, le patron, ne les fabriquait pas lui-même, grâce à cette drôle de machine. C'est un pantographe. C'est une machine qui permet de reproduire par rapport à une maquette. Donc avec ce palpeur, je vais venir poser délicatement et après, chaque mouvement que je vais faire avec le palpeur va se reproduire sur le moule. Et vous faites tous vos volumes comme ça sur cet outil-là? Oui. Ah ouais, mon père avant moi, puis mon grand-père encore avant moi. Ah oui? Ouais. Sur cette machine? Ouais, c'est celle-là. Hein. Là, il y a des milliers d'heures de travail. Hein. Donc là, j'ai le port de Marseille. Là, j'ai le phare Amédée qui se trouve en Nouvelle-Calédonie. Ces moules sont le trésor de l'entreprise. Ils permettent à Patrick de reproduire à l'infini ses figurines.
l'ours sort comme ça de la... Ouais, il va sortir blanc. Après, on va appliquer une peinture au pistolet dessus. Ouais, on y passe quelques heures, des week-ends aussi. On passe pas mal de vacances aussi. Les ponts, les jours fériés. Si on se prive comme ça, autant que ça soit pour quelque chose qu'on aime, parce qu'autrement... L'autre pièce maîtresse de l'entreprise, c'est Karine, la femme de Patrick. Dans l'atelier d'assemblage, elle fait la chasse aux bulles. Elle vient taper sur la boule à neige. C'est le petit, ce qu'on appelle nous le petit kéké. Ça sert à taper sur la boule à neige et ça fait remonter les petites bulles d'air. Et après, voilà, on fait le complément et on ferme la boule. Comme son mari, Karine est multicarte. Elle se charge aussi de la création. Moi, mon petit plaisir, c'est de créer les petits visuels qui vont derrière. C'est-à-dire? Les petits visuels. Par exemple, là, pour Paris, avec un de nos clients, on a décidé de faire un fond avec des petits macarons. Ça le tentait bien, donc le visuel est prêt. C'est vous, les designers? Vous n'avez pas de bureau d'études? Non, il n'y a pas de bureau d'études. C'est nos idées, on travaille en partenariat avec nos clients. Un travail sur mesure qui les distingue de la concurrence. Quand on voit les boules asiatiques, moi quand j'en prends une dans un magasin, où que j'aille au nord ou au sud, on a l'impression que c'est toutes les mêmes en fait. Donc nous, la différence, c'est quand même qu'on les personnalise. Résultat, les ventes sont en constante progression et leurs boules trônent désormais dans les plus beaux palais de France. Ça part au Louvre. Voilà. Alors moi je suis fière, j'aimerais bien qu'elle traverse un peu plus le monde d'ailleurs, sortir un peu plus de la France et de faire autre chose. Ah, vous voudriez trouver des marchés à l'étranger? Moi j'aimerais exporter, oui. Ah ouais? Même en Chine, ça me ferait plaisir. Karine et Patrick emploient désormais 4 salariés et ont même prévu d'embaucher 2 personnes supplémentaires. Ils doivent cette réussite à leur travail et leur créativité, mais aussi à une tendance toute récente chez les touristes, un engouement pour le bibelot fabriqué en France. D'où qu'ils viennent dans le monde, les touristes sont désormais prêts à dépenser quelques euros de plus pour rapporter dans leur valise des souvenirs bien de chez nous. À Paris, dans la boutique de Thierry, le rayon de boules à neige made in Oyonnax s'est agrandi de façon fulgurante. De même pour ses bérets. C'est pas très vieux. En vérité, tout ce qui est produit Made in France est revenu dans le magasin, il y a peu de temps, très peu de temps. Et donc là, on a un produit super qualitatif, on en vend beaucoup. Si vous leur proposez un Made in France et un Made in China, ils prendront le Made in France. Alors, ça dépend du prix. Si le prix est raisonnable et que vous avez la qualité qui va avec, j'ai même changé l'étiquetage du magasin en différenciant les produits où c'est marqué Made in France. Avant, on mettait tout au même endroit. Tout ce qui était Made in France, ça tenait dans 1 ou 2 étagères maximum. Aujourd'hui, tout le magasin est réétiqueté de telle façon que quand les gens ils sont devant le rayon, ils voient que le prix y est la provenance. Flairant la bonne affaire, de nouveaux entrepreneurs tentent leur chance sur le marché du souvenir. Aujourd'hui, Thierry reçoit le créateur d'une collection de plats cuisinés, So Frenchy, spécialement calibrés pour les boutiques touristiques. Vous avez un bœuf bourguignon, une blanquette de veau, une choucroute garnie, un cassoulet et un poulet basquez. Ce qui est important, c'est que nous sommes sur des produits 100% français. Nos recettes, les ingrédients qui les composent, nos coffrets, nos étiquettes, nos bocaux, tout est 100% français. Et voilà donc les fameuses crêpes Suzette. Ah, bien. Donc vous voyez que les vrais zestes d'orange, il y a un petit sirop avec la petite goutte de Grand Marnier. Non mais c'est fameux, vous allez voir. Ouais. C'est un produit que je n'ai pas à disposition. Le produit en lui-même, n'existant pas, fait partie d'une nouvelle gamme et donc fait partie potentiellement d'un bon produit. Dès que ça touche les produits Made in France et que ça a rapport avec le souvenir, les produits y partent. Séduit, Thierry a bien l'intention de mettre cette collection culinaire en rayon. Il existe aussi un autre produit 100% français très tendance, mais qu'il n'aura jamais dans sa boutique. Une nouveauté réservée
au plus grand site touristique du pays. Ce produit est devenu la coqueluche des joyaux du patrimoine français. Ce matin, il débarque à France Miniature, un parc d'attractions dédié aux grands monuments en modèle réduit. Sous ce carton, une machine qui promet à Nan, la directrice commerciale, de juteuses recettes. C'est mon nouveau jouet. Ma nouvelle machine. Il y a déjà pas mal de succès. Hein. Enfin, en tout cas, le produit qu'on va mettre dedans. On dirait un... J'ai dit que ça ressemblait au vrai distributeur de billets, mais moi, j'ai jamais travaillé dans une banque. Pour 2 € dans ce distributeur, Test. Le touriste obtient... Génial. C'est bon, je l'ai. Un billet de banque à l'effigie du parc. On dirait un vrai billet. Moi, j'ai trouvé ça original, en tout cas. Le billet, surtout le billet violet, parce que généralement, on n'en a pas tout le temps dans les poches, hein, des billets violets, cette couleur, en tout cas. Moi, j'en ai pas. C'est original, je trouve que c'est sympa comme idée. Pas cher et facile à emporter dans ses bagages. Ce billet est devenu en 3 ans à peine le souvenir le plus vendu en France. Pour rencontrer son créateur, il faut se rendre dans la Manche pour visiter l'un des fleurons du patrimoine. Le Mont Saint-Michel est le 2e site le plus visité de France, avec 2,5 millions de visiteurs par an. Ici aussi, la rue principale est garnie de boutiques. Richard Faye n'est pas là pour faire du tourisme. C'est lui l'inventeur du billet souvenir. Ça demande un effort de venir à l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Richard est un privilégié. Il est l'un des seuls autorisés à faire du commerce à l'intérieur même de l'abbaye. Qu'est-ce qui vous chiffonne? C'est toujours bien qu'il soit de niveau, et d'une pour le bon fonctionnement du monnayeur et du système à l'intérieur. Et puis il y a mon côté un petit peu maniaque, mais bon. Voilà, des fois ça se joue sur pas grand-chose, mais c'est la présentation, c'est le commerce, il faut que tout soit parfait. C'est ce qui donne envie aux visiteurs après de peut-être mettre 2 € dans la machine et repartir avec leur billet officiel. Les fameux billets souvenirs officiels. Des billets plus vrais que nature, imprimés par une société partenaire de la Banque Centrale Européenne. Ils sont tellement vrais que les collectionneurs de monnaie se les arrachent. Sur le marché de la collection, certaines séries grimpent à plusieurs centaines d'euros. Les plus grands sites du pays ont déjà fait battre leur propre monnaie souvenir. Un succès que Richard doit à un modèle économique ingénieux. Avec ses vrais faux billets, il fait gagner de l'argent aux propriétaires des lieux. C'est toujours un plaisir. Ce matin, Richard est reçu par M. Bailly, conservateur des monuments nationaux. Je ne viens que quand il fait beau et j'ai toujours eu la chance d'avoir un ciel bleu merveilleux au-dessus de cette abbaye. Je voulais quand même vous offrir le premier billet de 2015. L'entrevue commence par un petit cadeau, un dessus de table tout à fait légal. Ce que je vais vous offrir, c'est le Sextuple 0. Donc ça, c'est le Graal du Graal pour tout collectionneur. Il y a même des éditeurs qui réalisent aujourd'hui des livres qui référencent donc tous les billets qu'on sort, et avec les cotations et les tirages. Donc voilà votre billet. Regardez le prix. Pour nos visiteurs ici à l'abbaye du Mont-Saint-Michel, c'est extrêmement important que de prolonger la visite et l'expérience vécue dans un monument se fasse aussi au travers d'un objet qui va les accompagner et participer à la fois à la prolongation du plaisir de la visite, mais aussi peut-être même à sa diffusion, puisque ce billet vont peut-être l'offrir à leurs proches. Je vais vous proposer
va passer par ici, on va faire un petit coup de fil. Moi, j'aime bien être en VIP comme ça, là, ces visites privilégiées, c'est ce qui me plaît le plus dans mon métier. Oui, donc là, on va retrouver l'éclat du soleil. Ici même, en rejoignant la terrasse de l'Ouest. Parce que comme vous le savez, nous sommes là vraiment au cœur du patrimoine mondial. Pour chaque billet vendu 2 €, Richard gagne 80 centimes. L'abbaye, elle, empoche 1,20 €, une aubaine. Voilà, chef-d'œuvre de l'art gothique du XIIIe siècle. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Mont Saint-Michel est une merveille coûteuse à entretenir. Son cloître du XIIIe siècle est actuellement en plein chantier. Cette toiture, qui est une toiture typiquement normande en schiste vert de la glacerie près de Cherbourg, eh bien, a juste été démoussée parce qu'elle montre encore voilà, un état sanitaire plus que satisfaisant. Donc un chantier comme celui-ci n'est possible qu'au travers de l'aide de nos mécènes, de l'aide également des visiteurs avec une plateforme de dons en ligne. Et les dépenses qu'ils font en achetant leur billet d'entrée ou en achetant des produits dans la boutique, la médaille ou le billet souvenir, sont autant de contributions à la conduite de ces chantiers qui représentent, ici pour le cloître de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, voilà, un budget de 2 200 000 €. Aujourd'hui, les revenus liés à la vente des souvenirs représentent jusqu'à 40% du budget de certains sites. Il faut, pour un établissement comme le Centre des Monuments Nationaux, trouver des ressources permettant d'assurer ces chantiers, d'assurer la vie quotidienne, de faire vivre ces monuments au quotidien. J'ai toujours essayé de privilégier les sites en direct, c'est-à-dire de faire le produit officiel du site. Et ça veut dire donc que les recettes engendrées par la vente de ce produit-là reviennent pour le monument. Alors, les distributeurs automatiques... En échange de la manne qu'il procure à l'abbaye, Richard a obtenu un emplacement idéal pour ses distributeurs de billets, pile sur le passage des visiteurs. Voilà, donc là, aujourd'hui, ces machines sont positionnées là pour satisfaire essentiellement les collectionneurs qui pourraient venir chercher le produit. Il y en a déjà 2 à l'entrée, mais lui souhaite en placer d'autres sur le site. Il manque donc 1 ou 2 machines dans la boutique dans la sortie et éventuellement une en haut. Richard a convaincu le conservateur. Reste à négocier avec Madame Girard, la directrice de la librairie boutique réputée dure en affaires. De toute façon, au niveau du réassort... Je vous donne ma carte de visite. Oh là là. Vous avez eu beaucoup d'hommes dans votre vie qui vous ont offert, qui vous ont donné un billet de banque en carte de visite. Si je vous disais. Hein? Jamais à court d'arguments, Richard a déjà vendu près de 10 millions de billets et loue ses licences dans une dizaine de pays en Europe. Si le résultat est probant, pourquoi pas. Les marchands de souvenirs doivent aussi leur bonne fortune à une catégorie d'acheteurs bien spécifique, les collectionneurs. En Bretagne Sud, à Concarneau, Yves Le Tollec est un collectionneur un peu secoué. Y a quelqu'un? Sa collection, il l'a nichée dans un recoin inattendu. Et ben voilà, Pierrick. Voilà mon petit coin sympathique. Dans ses toilettes, Yves voue un culte à la boule à neige. Ici trônent des centaines de destinations sous cloche, où pour la plupart, il n'est jamais allé. Aucune boule ici a été achetée par moi. Tiens, ici, là, celle-ci, là. Celle-ci, c'est Nadine. Regarde ça, elle m'a fait ça pour mon anniversaire. Celle-ci, c'est mes enfants et ma femme qui m'en l'ont offert. Venise, ça c'est pareil, c'est une cliente qui a fait un voyage. Elle a demandé la main de son mari à Venise et elle m'a ramené cette boule-là. Donc, quelque part, ça me fait chaud au cœur également. Là, ici, là, exactement, il y en a à peu près 350. Sinon, ma collection, elle est de 552. Quand je suis dans mon petit endroit comme ça, je voyage.
Ah oui, là, je suis là, tiens, là, je suis parti en Russie, là, tiens. L'année dernière qu'on m'a offert, là, j'y suis. Après, tiens, je passe un petit peu plus haut, ah, tiens. L'Australie, j'ai jamais été, tiens, un petit kangourou sous la neige. Je deviens skieur, ou surfeur, voyageur. Voilà. Yves vend des produits d'entretien à domicile depuis 25 ans. En entrant chez ses clients, il a découvert que la passion pour les boules à neige est un virus plus répandu qu'on ne le croit. Sur Concarneau, il y a 20 000 habitants. J'en connais à peu près 1200 en clientèle, etc., avec qui je travaille. Et sur 1200, il y a à peu près, il y en a 800 peut-être qui ont des boules à neige chez eux, sur armoire, dans la cuisine. En général, c'est toujours une dizaine ou une quinzaine. Le kyonocérophile, en fait, c'est quelqu'un qui aime la nature, qui aime la simplicité, qui aime la joie de vivre. Et je pense que Concarneau, c'est vraiment un endroit où on vit vraiment très très bien. Allez, c'est avec ça, c'est pas qu'on arrive. Yves a un rêve, organiser un festival mondial de boules à neige à Concarneau. Alors, c'est le tour de la France, hein, à peu près. Hein. Donc, Ah bien, eh bien, eh. Alors, il recrute des soutiens dans toute la région, comme cette famille d'amis. On a un paquet de kyonocérophiles quand même, c'est ça qui est beau. C'est un clan d'irréductibles. Un clan d'irréductibles, voilà, c'est pareil, c'est comme le Golo, oui, tout à fait. On a tous aimé dans notre enfance. Voilà. Et peu importe, mais ce geste-là, peu importe celui qui aime la boule ou qui n'aime pas la boule à neige, je veux dire, on le fait tous. On le fait tous. Et c'est magique, c'est l'enfance. Voilà. C'est vrai, hein. Et laquelle qui te plaît le plus, Salomé? Celle-là. La plagne. C'est les vacances où elle a passé les meilleurs moments. Je pense que c'est ça qui est marrant. Ouais, c'est lié. La valeur de nos bibelots est égale à l'intensité des instants qu'ils renferment. Tel est le constat qui a poussé un homme à créer le plus inattendu peut-être des souvenirs. En Provence, une montagne aride balayée par les vents. Le Mont Ventoux. Le Mont Ventoux est une légende dans le monde du vélo. Un col mythique auquel viennent se mesurer des milliers de cyclistes du monde entier. Et là, au niveau de l'ascension, ça parle plus. C'est vraiment, chacun est dans son effort. Il faut respecter vraiment, la plupart, ils savent même plus comment ils s'appellent à ce niveau d'effort-là. On peut comprendre qu'en effet, une fois arrivé, on a envie de ramener, de garder quelque chose de cet effort. Philippe Guigon, lui, n'aime pas pédaler. Pourtant, sur ces pentes, il y a 10 ans, il a eu une révélation. Moi, je montais sur le sommet pour essayer d'avoir des images sympas de l'antenne, point culminant, avec des premiers plans. Donc, je m'étais servi de ce genre de mobilier urbain, la borne kilométrique. Je me suis rendu compte qu'elles disparaissaient, ces bornes. Visiblement, ça constituait le souvenir, le trophée idéal pour les gens qui gravissaient cette montagne. Donc, j'imagine, à coup de pioche, ils partaient avec, ils les emmenaient et elles doivent trôner aujourd'hui dans leur jardin, quelque part en Europe ou sur un autre continent. Philippe a alors une idée simple, fabriquer des répliques de ces bornes et les vendre dans la boutique au sommet du col. Donc là, on a typiquement la petite borne, c'est la première borne qui est née, c'est ça. Le produit phare de ma société, c'est cette petite borne. Combien on en a vendu depuis qu'on a démarré? Je ne vous donnerai pas le chiffre en détail, mais on est à plusieurs centaines de milliers, bien sûr, de bornes, bien sûr, depuis 10 ans. En 10 ans, le nombre de cyclotouristes sur les routes de France a explosé. Et les ventes de Philippe tutoient les sommets. Il a ainsi pu embaucher une commerciale. Mais pour la fabrication, c'est toujours lui qui s'en charge. Il conçoit ses bornes dans la vallée, au pied du mont. Son atelier n'est autre que la terrasse de sa maison.
Là, je suis en train de faire une grosse borne, ce qu'on appelle les grosses bornes dans l'entreprise. Un plâtre spécial, dur comme de la pierre. Hop. On assiste à la naissance d'une borne. C'est ça. Donc voilà ce qui deviendra une borne plus tard. Elle sort, elle est brute. Elle n'est pas poncée. On va la poncer dans le jardin. La phase numéro 2 après le coulage, c'est la peinture. Et la phase numéro 3, c'est le marquage. Le filon de la borne est presque inépuisable. Philippe en vend désormais sur tous les grands cols de France. Vous roulez sur l'or aujourd'hui? Non, je roule pas sur l'or. Je roule pas sur l'or, mais j'ai un confort de vie en termes de temps. Les roses, ça fleurit une fois par an. Si on vit 80 ans, on va les voir, dans le meilleur des cas, 80 fois éclore. Ben ouais, c'est des choses qui, pour moi, sont devenues des choses assez essentielles, assez fondamentales. Dans une autre vie, l'artisan hédoniste était commercial en région parisienne. Avec ses bornes, produites à son rythme, il a trouvé un nouvel équilibre loin du stress de la capitale. Il est minuit à Paris. Thierry, le marchand de souvenirs, ferme boutique. Demain, les affaires reprendront de plus belle. Dans 15 ans, le nombre de touristes dans le monde devrait doubler pour atteindre les 2 milliards de voyageurs. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba.